Bonjour à tous, bienvenue dans Mark & Strat. Je suis ravie de pouvoir vous proposer ce nouveau rendez-vous. Chaque semaine, désormais, je reçois des experts du secteur de la communication, de la publicité et des annonceurs pour évoquer leurs dernières campagnes, leurs dernières activations et les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Branding, architecture, récit, réputation, création, influence, les marques et leur com sous tous les angles. C'est chaque semaine dans Mark & Strat. Alors, au programme aujourd'hui, Me, Myself and I, c'est tout l'objet du personal branding, promouvoir son image personnelle à l'heure où les dirigeants d'entreprises incarnent de plus en plus leur marque. Eh bien, Emma Volontiers, créatrice de l'agence Founder qui façonne la communication digitale des entrepreneurs, viendra sur notre plateau. Remettre le design au cœur, c'est l'une des tendances en ce moment pour faciliter sans doute la transition vers une consommation plus responsable, des produits plus durables. Pour en parler, j'ai choisi d'inviter sur ce plateau Mathieu Delapalme, c'est le directeur associé et cofondateur de l'agence Pulp. Et puis faire rayonner sa marque en télé, c'est le pari du fabricant français de panneaux photovoltaïques Solarbox. Il lance sa première campagne en télé. Elle est signée Fred et Farid. Comment cette campagne colle-t-elle aux ambitions et aux valeurs de la marque? On en parle en fin d'émission avec Avis Julie, qui est le CEO et fondateur de Solarbox. Bienvenue dans Mark & Strat. Invitée de À la Une cette semaine, Emma Volontiers, créatrice de l'agence Founder. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, on va parler avec vous d'une forme de communication particulière qui prend de plus en plus d'ampleur et qui s'appelle évidemment le personal branding. D'abord Emma, comment est-ce que vous en êtes venue à vous intéresser au personal branding? Alors j'ai envie de dire, c'est un peu une opportunité qui s'est offerte à moi. C'était il y a maintenant 2 ans, une opportunité que j'ai vue sur LinkedIn où très connu maintenant, Anthony Bourbon cherchait quelqu'un pour gérer son image de marque. Et en fait, il se trouve que les 12 années d'expérience que j'avais faites auparavant ont été juste le combo entre guillemets parfait pour ce poste-là. Donc au final, il a réussi à me faire confiance à partir. J'ai passé plusieurs entretiens et puis des cas pratiques et ma vision a plu. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai un peu tout quitté, toute ma vie personnelle des Landes et pour venir à Paris et m'offrir cette chance-là. Donc vous avez travaillé avec Anthony Bourbon et aujourd'hui vous avez créé votre agence à destination des entrepreneurs. Pourquoi cette cible en particulier? En fait, moi, j'ai commencé le personal branding avec un entrepreneur. Donc, c'est vrai que le fait de développer et d'être experte de ce domaine-là, parce qu'il y a les entrepreneurs, mais ils ne sont pas tous du même domaine d'activité. On va avoir ceux dans le Web3, par exemple, ou dans la food tech, la travel tech, etc. Donc, c'est comment on fait pour gérer, façonner, j'ai envie de dire, une image de l'entrepreneur, puis sa communication par rapport aussi à son domaine d'activité. Donc, ça a été les tests, le travail par rapport à ça. Justement, c'est aujourd'hui indispensable, selon vous, pour un entrepreneur de développer son personal branding. On ne peut pas passer à côté de cette étape-là. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'en termes de produits et services, tout a été fait aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été faites. C'est très dur de trouver un nouveau produit. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est se différencier plus par son produit, mais plutôt pourquoi on le fait. C'est d'ailleurs Simon Sinek qui le dit. On ne va pas acheter votre produit pour ce qu'il est, mais c'est pourquoi vous le faites. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de donner une voix aux entrepreneurs de faire ça, et plus aussi pour leur business, mais en termes d'image, s'ils souhaitent après continuer leur vie professionnelle dans d'autres business, etc., d'être reconnus pour ce qu'ils ont, pour leurs idées, leur positionnement. Et qu'est-ce qui est plus fort dans ces cas-là? C'est l'image de la marque ou c'est l'image de l'entrepreneur? Et dans quelle mesure l'un dessert pas l'autre finalement? Si j'ai un dirigeant très impliqué sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il ne fait pas un peu oublier la marque et le produit derrière? Alors c'est là où tout est la subtilité. C'est grâce à l'entrepreneur que va naître et on va avoir de la visibilité sur son produit ou son service. Mais après, tout l'enjeu justement derrière, c'est de réussir à se détacher, d'en faire deux entités complètement différentes et à part entière. Et ça, c'est dans une seconde partie de stratégie. Quand vous les rencontrez, ces entrepreneurs qui viennent vous voir, quelles sont les problématiques qu'ils vous remontent? Alors,
Ça dépend, ça va dépendre de certains milieux. Il va y avoir le manque de visibilité par rapport à des concurrents. Il va aussi y avoir le fait de vouloir attirer les meilleurs talents, parce que c'est vrai que le recrutement, c'est pas toujours simple. Donc, quoi de mieux que d'attirer justement les talents dans ces filets quand on a des valeurs qui nous sont proches. Il y a également vouloir créer un canal d'acquisition complémentaire ou par rapport à un gain de temps aussi qu'ils n'ont pas, parce que leur zone de génie se fait uniquement sur leur business. Donc c'est vrai d'avoir le recul sur son image, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'est pas pour rien que, je vais extrapoler et donner une grande image de ça, mais Barack Obama, c'est pas pour rien qu'il a une équipe, un staff qui lui est complètement dédié pour lui. C'est qu'ils sont tous à ses petits soins pour en fait communiquer de la bonne manière et avoir le recul nécessaire pour les prises de parole, etc. Justement, comment vous travaillez ces prises de parole ? Est-ce que, parce que j'imagine que vous ne faites pas que rédiger les posts, ça doit être plus large que ça. Oui. Et quelle est l'implication de l'entrepreneur dans ces contenus-là ? Alors, nous, on travaille en plusieurs phases chez Founder. Donc, dans un premier temps, on crée ce qu'on appelle la brand platform, donc ce qui équivaut en fait à déterminer son why, ses valeurs, la mission et puis la promesse. Et donc, ça va être la base en fait de sa communication, de ce qu'il est, qu'on va pouvoir après décliner. Donc, nous, comment on l'aide, c'est sur cette partie workshop où on va après benchmarker et donc ça nous fait un dossier complet sur son positionnement, qui il est, etc. Et dans une seconde partie, on vient de manière opérationnelle sur le social media, toute la création de contenu, de la photo à la vidéo, en passant par le copywriting pour le reciter, et aussi le côté RP. Mais comment est-ce que vous vous attachez à ce que finalement chaque contenu reflète bien la personnalité de l'entrepreneur ? Parce qu'on sait à quel point les entrepreneurs sont singuliers et que d'une personnalité à l'autre, ils n'ont pas les mêmes façons de s'exprimer. Si c'est vous qui êtes à la manœuvre sur la création de contenu, comment vous faites pour que ça matche finalement ? Alors, on va avoir plusieurs éléments. Déjà, on a un point avec la personnalité toutes les semaines pour avoir tout ce qui est actu chaude, sur lesquels on pourrait rebondir pour être au plus près de sa réalité à lui. Et puis après, c'est... En fait, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la brand platform, c'est vraiment l'essence de qui il est. Et donc, en fait, ça va être une déclinaison, c'est comme un cahier des charges, en fait, qu'il faut respecter à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort en son nom, qui doit respecter ces lignes-là. Et bien sûr, sa validation sur l'accord de là où on va, ou sur les sujets où on va, où on ne va pas. Comment vous mesurez ensuite les résultats de cet accompagnement ? Alors, ça va dépendre aussi si c'est plus de la communication digitale ou plutôt médiatique. Donc, dans le cas médiatique, ça va être au niveau des retombées. Et puis, au niveau du social media, c'est plutôt au niveau des objectifs qu'on établit dès le début. On n'y va pas sans objectif. Il faut que, dès qu'on crée cette brand plateforme, avant qu'on soit bien au clair sur... justement les objectifs à atteindre, en combien de temps et de quelle manière. Les objectifs, c'est en termes de communauté, en termes d'audience, en termes de... L'autre jour, j'ai découvert le mot influenceur, inspiration, émotionnel. Voilà, le mot, c'était émotionnel, sur ces dirigeants qui suscitent le plus de j'aime, j'adore, etc. Comment est-ce que vous regardez ça ? Quel est l'indicateur principal ? Ça dépend peut-être des entrepreneurs aussi, j'imagine. Alors oui, tout à fait. Et également, du coup, des objectifs. Si son objectif, c'est d'avoir la plus grande confiance de ses clients, peut-être qu'on va regarder sur l'engagement. Plutôt, on va se baser sur des objectifs comme ceci. Si c'est pour de la visibilité, forcément, le nombre d'abonnés, d'interactions va rentrer en jeu. Je la fais vraiment, je la raccourcis. Mais ce que je veux dire, c'est que les objectifs ne vont pas être les mêmes pour chaque personne selon les besoins de l'entrepreneur. Donc, c'est comme je disais... On va réussir à gérer ce dont ils cherchent. Vous pensez aujourd'hui que les entrepreneurs sont finalement des influenceurs comme les autres ? Alors, ça dépend. Alors, ça dépend de la vision aussi de ce qu'on a d'influenceurs. C'est vrai que c'est assez péjoratif avec tout ce qu'on peut voir. Il y a des similitudes dans le sens où tous les deux font appel au personal branding aussi pour se développer, avoir de la visibilité. Il y a aussi en termes d'impact social, c'est vrai que chacun peut influencer à sa manière ses causes, ses missions, peu importe le domaine. Et seulement, je pense que les objectifs et les rôles de chacun ne sont pas les mêmes. Un influenceur va pouvoir aussi devenir entrepreneur par la suite. Il y a beaucoup de similitudes, mais c'est quand même deux rôles qui sont vraiment très distincts l'un de l'autre. Un personal branding qui serait réussi, c'est quoi selon vous ?
Ça dépend comment on l'entend, c'est-à-dire comment on mesure la réussite d'un business. Est-ce que c'est 1 million, 10 millions? Est-ce que c'est vrai que pour le coup, c'est subjectif par rapport à la personne. C'est important ce que vous venez de dire. Vous avez tout de suite raccroché au business. L'idée derrière, c'est quand même bien de driver le business vers la boîte. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, l'entrepreneur est le prolongement de sa boîte. Donc, il faut qu'il l'incarne dans tous les cas. Et c'est vrai qu'il y a toujours un rapport de business là-dedans. Merci beaucoup, Emma Volontiers. Je rappelle que vous êtes créatrice de l'agence Founder. Et en agence cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Delapalme, directeur associé et cofondateur de l'agence Pulp, rachetée il y a quelques mois par le groupe de communication Surf. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, avec vous, on va parler du design qui se place de plus en plus, j'ai l'impression, au cœur des attentions des marques. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, dans l'imaginaire collectif, les non-spécialistes en tout cas, à cantonner le design à quelque chose qui relèverait de l'expression graphique. Or, c'est beaucoup plus que ça, je crois. Est-ce que vous pouvez, nous donner votre définition du design ? Alors, c'est un métier qui touche en fait à énormément de choses. Il y a effectivement une partie très visible, un peu formelle et esthétique. Alors cette esthétique, on la retrouve en graphisme, mais aussi dans les lieux. C'est-à-dire qu'il y a des designers qui travaillent sur des lieux. Il y a même chez Louis Vuitton, Pharrell Williams s'appelle designer aussi. Donc il y a une espèce d'amplitude en fait du rôle du design qui va bien au-delà de la partie graphique. Et j'ai envie de dire, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est ce qu'il est capable d'apporter comme intelligence sur un certain nombre de sujets, au-delà de la conclusion visuelle. C'est aussi tout ce qui se passe avant, dans la manière en fait de regarder les problèmes et de trouver des solutions qui sont sans doute un peu nouvelles. Donc il y a un sujet de forme, mais il y a aussi beaucoup un sujet de fond. Il y a un sujet de fond parce que le design est toujours en rapport avec l'utilité en fait. Oui, il y a un sujet d'usage dans le design au sens très large, parce qu'il y a du design de produits, il y a du design graphique, il y a du design de services. Donc c'est vrai que c'est un métier qui touche à beaucoup de choses et l'utilité est au cœur de tout ça. Et j'ai envie de dire, l'homme et la femme en fait sont au cœur de tout ça. C'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup à l'humain et de savoir si tout ce qu'on est en train de designer, tout ce qu'on est en train de créer, dans quelle mesure ça résout des problèmes pour nous, pour vous, ça apporte des solutions, ça ouvre des perspectives, ça permet de vivre plus agréablement dans la société dans laquelle on vit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui touche en fait beaucoup l'usage de notre quotidien surtout. Je suis allée voir sur votre site internet, vous définissez comme une agence de design où l'on observe le monde avec un point de vue, un regard positif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je crois on nous soumet des problèmes à résoudre, des problèmes on va dire liés à des marchés, des marques et des produits. Après on en a on va dire une interprétation classique, parce que le marché a ses codes, il y a des catégories qui ont des codes, enfin, il faut y répondre de certaines manières. Et puis, on est aussi là pour apporter des choses peut-être un peu nouvelles, un peu différentes, bousculer un petit peu les habitudes. Et là-dedans, on a des convictions, nous, sur ce que le design peut apporter de positif. Alors c'est peut-être un peu ambitieux, mais il faut de l'ambition aussi dans nos métiers, au monde, à la société dans laquelle on vit, au rapport humain. Voilà, et il y a beaucoup d'exemples qui démontrent que quand il y a du design quelque part, les gens peuvent se dire un peu plus bonjour, un peu plus merci, peuvent être un peu plus sensibles à une forme d'esthétique qui rapproche du bien. C'est-à-dire que le beau et le bien, c'est des choses qui fonctionnent très bien ensemble. Et là, je pense qu'il y a des choses à apporter, et nous, qu'on souhaite apporter. Donc ça, c'est une vraie conviction d'agence qui est très importante pour nous, qui habite l'ensemble des personnes qui travaillent à l'agence et qui est précieuse pour nous. Voilà, et qu'on essaie de transmettre à nos clients surtout. Vous citez l'humain, le beau et le bien. Quel est le rapport que vous faites entre le lien qui existe entre design et émotion ? Les designs qui sont très forts, ils sont très émotionnels, ils sont forcément émotionnels. On cherche des designs qui marquent, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et ce qui marque n'importe qui, il y a une part de raison, c'est-à-dire c'est utile ou ça va me servir à quelque chose. Et puis ça me touche, ça m'émeut. Et là-dedans, l'émotion est très importante. Et pour que le design fonctionne, il a besoin de déclencher en fait chez la personne une part d'émotion la plus élevée possible pour qu'il puisse s'en souvenir, adopter un produit, adopter un service, adopter une marque.
dans la relation. Donc, c'est comme dans toute relation humaine, hein, d'ailleurs. Il y a une part de raison, puis il y a une part d'émotion. Il y a des gens avec lesquels on aime bien être, soit pour des raisons, on va dire, des éléments très rationnels, et puis parce qu'on se sent bien, qu'on est bien avec eux. Et je pense que le travail du design pour les marques doit contribuer à ça. Et donc, il y a une part d'objectif, mais il y a aussi une part de subjectif. Comment est-ce que justement vous mettez ça au service des marques alors ? Alors, il y a déjà un premier sujet pour les marques, c'est de bien comprendre où elles en sont et là où elles veulent aller. Donc ça, il y a un premier gros travail d'écoute. C'est un métier beaucoup d'écoute, hein, de compréhension et d'analyse du marché, de ses consommateurs, de l'entreprise, hein, de ce qu'elle est capable de faire aussi, parce que on peut inventer des produits formidables, mais il faut que ça corresponde à ce que l'entreprise est capable de proposer à ses clients. Et donc on cherche à bien définir en fait cette partie-là. Il faut qu'il y ait une stratégie au départ qui soit très très claire, parce que sinon on peut inventer énormément de choses, on peut designer beaucoup de choses, mais il faut que ça soit un design là qui soit utile en fait à l'entreprise, hein, parce que nos clients, c'est à la fois le consommateur final ou le client final, mais aussi l'entreprise. Donc il faut qu'on soit capable de bien comprendre quelle est sa stratégie, et notre design il est à son service, au service de cette stratégie, même si il doit faire levier et peut-être inventer des choses auxquelles il n'aurait pas pensé, je parle de l'entreprise, et proposer des choses auxquelles le consommateur n'aurait pas pensé non plus. D'ailleurs, le consommateur, quand on lui pose des questions, vous imaginez quoi? Il n'en sait pas grand-chose. Enfin, il a un pouvoir d'imagination, mais nous, notre job, c'est comme l'entreprise d'ailleurs, c'est de créer des choses auxquelles les consommateurs n'ont pas forcément pensé, qui pourtant résolvent des problèmes qui sont très, très importants dans le quotidien. Vous intervenez à quel moment? C'est-à-dire au moment de la création de produits, au moment de la phase d'industrialisation, au moment plus tard de mise sur le marché? À quel moment est-ce que le design est le plus essentiel finalement? Alors, il intervient en fait alors pour faire un produit ou faire un packaging ou une identité, en fait, il intervient très tôt, justement pour bien orienter, bien définir l'angle de départ. Et puis ensuite, il accompagne tout le process jusqu'à la réalisation. Alors nous, on n'est pas capable de tout faire jusqu'à la fin, hein, parce qu'il y a beaucoup de catégories en fait où le design intervient, et on ne peut pas être expert de tout. En revanche, sur la partie amont, la créativité, et puis on a des savoir-faire dans un certain nombre de domaines, là oui, on intervient. Donc on intervient assez tôt en fait dans le process, et il faut d'ailleurs intervenir assez tôt dans le process. Pour une chose très très simple, c'est que souvent les problèmes sont mal posés. C'est intéressant ça. Parce que les gens ont toujours une habitude de poser les problèmes de la même manière pour plein de bonnes raisons ou de mauvaises, mais les problèmes sont, ou en tout cas pour être posés un peu différemment de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc notre métier est aussi peut-être de poser les problématiques de manière un petit peu différente. Moi, je suis convaincu en fait, alors je suis pas designer moi-même, hein, même si j'anime l'agence. Je pense qu'en fait, il y a un problème et il y a plusieurs solutions. On est très matricés, nous, en particulier en France, on est très cartésien. Il y a des espèces de logiques implacables qui partent en haut et qui arrivent en bas. Je pense que le designer, il voit les choses un peu différemment. Il pense qu'il y a plusieurs solutions pour un même problème, et c'est ça qui est intéressant. Donc, la manière dont on pose ce problème à l'origine, elle est assez cruciale pour pas refaire toujours la même chose, et puis inventer des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et ça commence à ce moment-là, au moment où on pose le problème et où on finit par poser des questions et trouver des réponses un peu nouvelles. Je vais vous poser une question qui est très à la mode, mais qui en même temps me semble essentielle à poser cette année. C'est dans quelle mesure est-ce que vous pensez que l'IA va être une aide, ou au contraire mettre à bas, je ne sais pas comment on peut dire, vos métiers de designer? Je crois que l'IA, alors d'abord, c'est une invention extraordinaire. Je pense que c'est une vraie révolution. Donc, faut la regarder avec, si j'ose dire, à la fois une forme d'humilité et en même temps, pas du tout être démesurément inquiet de ce que ça peut faire. Je pense qu'il faut contrôler, en tout cas, considérer que c'est un nouvel outil, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. De très étonnant, de très nouveau, qui peut apporter énormément de choses. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise. Pas est-ce qu'elle va nous empêcher de faire un certain nombre de choses, que je crois que à la fois le cerveau humain, dans ses parties de raison et dans ses parties d'émotion, parce qu'on en parlait tout à l'heure,
créent des choses qui sont absolument uniques. Il y a plusieurs intelligences. Il y a la raison, puis il y a aussi celle de l'intuition. Donc plein de choses. Alors peut-être que l'IA un jour arrivera à ça, mais bon, il y a un petit peu de chemin et puis on en est au tout début. Donc je pense que c'est comment est-ce qu'on utilise cet outil au service justement de toutes ces problématiques d'entreprise auxquelles on est confronté et pour aider les marques à mieux avancer, les produits à être, on va dire, plus justes et les services plus adaptés. Donc je le vois plus comme un outil formidable que comme une forme de conflit a priori. Merci beaucoup Mathieu Delapalme. Je rappelle que vous êtes directeur associé et cofondateur de l'agence Pulp. Merci beaucoup. On se retrouve pour Marc et moi, dans laquelle je reçois évidemment un annonceur. Aujourd'hui, c'est Avid Julie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO, fondateur de SolarBox, qui est un fournisseur français de panneaux photovoltaïques. Vous avez confié à Fred et Farid votre première campagne TV. Faites travailler le soleil, on va y revenir. Mais d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi chez SolarBox de vous lancer maintenant en télévision ? Parce qu'on répond à une problématique et qui est grandissante. Aujourd'hui, on est sur un marché qui existe depuis des siècles, mais qui malheureusement n'est pas démocratisé. Aujourd'hui, l'accès au photovoltaïque pour les Français, très complexe. Et on est parti de cette problématique-là et on a dit, OK, comment on règle ce problème ? Et donc, on a fait appeler Fred et Farid. On leur a dit, OK, on veut être impactant et on veut être populaire. On veut faire comprendre aux gens qu'on veut répondre à ça. Et voilà. Et le résultat, c'est... le soleil. Exactement, c'est Faites travailler le soleil. Je vous propose de regarder tout de suite l'un des films. Mesdames et messieurs, le roi soleil. Donc ça, c'est l'un des films, parce qu'il y a toute une séquence avec plusieurs situations de la vie quotidienne. Il y a la tondeuse qu'on vient de voir, il y a l'aspirateur, les écouteurs, le rasoir. Je trouve ça très sobre, il y a très peu de paroles, ça se décline très très bien. L'idée, j'imagine, c'était de rappeler à quel point l'électricité est ancrée dans nos besoins quotidiens, en fait. Tout à fait. Aujourd'hui, ça devient une problématique de plus en plus grandissante pour nos concitoyens. Concrètement, aujourd'hui, leurs factures explosent. Et aujourd'hui, le bouclier tarifaire est en train de se lever petit à petit. On regarde ce qui se passe un peu en Allemagne, un peu en Belgique. On a du retard. Donc aujourd'hui, il faut rattraper ce retard. Et on est là justement pour aider les gens à s'équiper au juste prix. Et c'est ça la mission de SolarBox. Vous avez été chercher une référence finalement très française, le roi soleil, Louis XIV, effectivement. Vous disiez il faut qu'on soit populaire. Je pense que tout le monde a la référence pour le coup. En quoi c'est en adéquation avec votre marque ? Aujourd'hui, concrètement, on a un groupe 100% français. On a, alors pour le coup, sur l'entreprise, on a intégré toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que du producteur au consommateur, on est 100% français. On essaie de maximiser les collaborateurs, les entreprises avec lesquelles on bosse, que ce soit français. Aujourd'hui, concrètement, on vient répondre à une problématique française. Donc pour nous, c'était important d'aller dans ce chemin-là. Et le ton est quand même un peu décalé. Ça vous correspond aussi ? Complètement. Aujourd'hui, on est complètement disruptif sur le marché. On est sur une communication un peu décalée. Et justement, on essaie de dire aux gens que c'est un vrai sujet, mais go, on y va. Un peu comme l'a fait Free il y a une vingtaine d'années. C'est marrant, vous vous comparez à Free. Vous avez l'intention, en tout cas, de disrupter le marché dans les mêmes proportions ? C'est clairement l'intention, oui. C'est clairement l'intention. Comment est-ce que vous allez vous y prendre d'un point de vue stratégique ? Alors aujourd'hui, concrètement, il faut industrialiser sans déshumaniser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, les problématiques sont telles qu'il y a énormément de besoins sur le marché, avec un peu de métriques. En Belgique et en Allemagne, on a plus de 30% de tout l'équipement. En France, à peine à 7%. Pardon, il y a un tel différentiel ? Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous, on est à 7 et eux, ils sont à 30%. Tout à fait. D'accord. Et même si ce n'est plus. Donc aujourd'hui, concrètement, il fallait apporter une solution rapide, efficace et industrielle. Donc on a mis des process en place pour pouvoir répondre de manière intelligente à cette problématique, mais surtout pouvoir délivrer en termes de volume. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à créer un outil aussi informatique qui a été créé de toutes pièces pour SolarBox, qui nous permet de digitaliser complètement l'ensemble des process métiers, mais en accélérant surtout toutes les problématiques qu'on peut avoir, parce qu'on passe quand même par des visites techniques, des démarches administratives qui sont assez lourdes. On est en France. Ouais. Mais justement, on essaye de prendre contact avec les pouvoirs publics en leur disant, écoutez, on est là pour
apportez du bien, aidez-nous. Aujourd'hui, concrètement, c'est un besoin, c'est un désir des Français de s'équiper, mais c'est aussi une nécessité. Donc aujourd'hui, allez-y, poussez dans l'autre sens. On est là que pour solutionner une problématique. Quand vous parlez d'industrie, on est dans une grande séquence sur la réindustrialisation de la France et notamment l'industrie verte. C'est quelque chose dans lequel vous vous inscrivez, vous, aujourd'hui ? On va y venir petit à petit. Ça prend du temps. Ça, malheureusement, ce sont des process assez longs. Mais oui, effectivement, à terme, on a pour volonté de réindustrialiser sur la partie solaire, en tout cas. Mais je reviendrai vous voir une prochaine fois pour vous en parler. Ça marche. Comment est-ce que vous expliquez, parce que pardon, je reviens sur ce chiffre, mais moi je trouve le différentiel énorme dans les chiffres que vous m'avez cités. Comment est-ce qu'on explique ce différentiel ? Qu'est-ce qui fait qu'en France on ne va pas assez vite ? C'est problèmes administratifs ou c'est d'autres composantes que Non, le gouvernement a beaucoup protégé nos concitoyens, c'est très bien, avec le bouclier tarifaire, ce qui fait que l'impact de la guerre en Ukraine et compagnie, ça a eu moins d'impact sur les Français que sur nos voisins. Mais aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas garder le bouclier ad vitam aeternam. Ouais. Donc ça se lève progressivement. Et aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience qu'il faut essayer de consommer mieux, consommer différemment. Alors aujourd'hui, le solaire, c'est très bien. Ce n'est pas une solution magique. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'il faut changer de mode de consommation. Il faut essayer de... au lieu de faire ces machines le soir, les programmer l'après-midi. C'est tout un système, mais aujourd'hui, qui est bon pour la planète. Donc on y va. Quand vous avez vu Fred et Farid, quel était l'objectif final de la campagne ? En gros, qu'est-ce que vous en attendez ? Vous m'avez dit être populaire, mais... Oui, être populaire et surtout être disruptif. Aujourd'hui, il y a X acteurs sur le marché, mais encore une fois, c'est d'avoir un message impactant et surtout populaire, de dire, OK, on parle à tout le monde. On n'est pas au-dessus de la mêlée, au contraire, on est là, on est avec vous. Et si ça peut faire rire, tant mieux. Merci beaucoup, Avis Julie. Je rappelle que vous êtes CEO, fondateur de SolarBox, fournisseur français de panneaux photovoltaïques. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour Marc et Strat. D'ici là, sachez que vous pouvez toujours visionner cette émission en replay sur notre site internet bismart.fr ou alors l'écouter en mobilité, par exemple, sur toutes vos plateformes de podcast. Passez une très bonne fin de semaine.